19 mai 1458 avant notre ère. Un seigneur de la guerre, un rebelle défie le royaume d'Égypte. Deux puissantes armées vont bientôt se défier. Le sort de l'Égypte est entre les mains d'un jeune pharaon qui n'a aucune expérience de la guerre. Si la rébellion l'emporte, la civilisation égyptienne s'écroulera. Cette chronique d'une lutte épique fut gravée sur un mur du temple d'Amon à Karnak, il y a plus de 3500 ans. Il est dit comment un jeune prince insouciant consolida son empire et devint un des plus grands guerriers de l'Égypte ancienne. Thoutmôsis III. Toute une génération d'Égyptiens vient de vivre une période de paix et de prospérité. Ils sont alors 3 millions, presque tous agriculteurs ou pêcheurs, massés le long des rives fertiles du Nil. Ahmosé et les siens sont des paysans arrivés à cette terre, et leurs vies suivent le cours régulier des saisons. On se marie jeune en Égypte. L'épouse d'Ahmosé a tout juste 16 ans. Un jour peut-être leurs enfants iront à leur tour travailler cette terre fertile. Pourtant, Ahmosé pressent des changements. Les ibis sacrés sont souvent annonciateurs de danger. À 300 km de là, à Thèbes, la capitale de l'Empire, la reine Hatshepsut repose sur son lit de mort. L'Égypte est en deuil, et ses ennemis se rassemblent. Le prince de Kadesh, un seigneur de la guerre originaire de Syrie, prêche la révolte parmi les tribus du Nord. Depuis des décennies, elle peigne sous le joug de l'Égypte. Avec 150 autres chefs à ses côtés, Kadesh veut envahir l'Égypte et briser le pouvoir de Pharaon. L'Égypte est vulnérable. Pour châtier les rebelles, il faut un chef courageux, inébranlable, expert dans l'art de la guerre. Mais Thoutmôsis III ne semble pas répondre à ces critères. C'est un tout jeune homme de 22 ans.
Hatshepsut, sa belle-mère, l'a tenu éloigné du pouvoir pendant les 20 ans de son règne. Il a mené une vie facile sans se soucier des affaires d'État. Maintenant, il est pharaon et le sort de l'Égypte repose sur ses épaules. Pour les Égyptiens, il est l'incarnation du dieu Amon, un personnage sacré. Mais pour ses ennemis, ce n'est qu'un jeune roi sans expérience des combats et mal assuré de son pouvoir. Thoutmôsis III descend d'une longue lignée de guerriers. Un siècle et demi plus tôt, les fondateurs de sa dynastie ont chassé les ancêtres du prince de Kadesh de l'Égypte septentrionale. Depuis, Syriens et Égyptiens luttent pour établir leur suprématie dans la région. Mais le défi militaire que Thoutmôsis III doit relever aujourd'hui n'a aucune commune mesure avec ceux de ses prédécesseurs. « 35 siècles plus tard, sur l'emplacement de l'antique Thèbes, voici la moderne Luxor et les ruines du temple de Karnak. Le long d'un passage étroit, l'on peut apercevoir une série de hiéroglyphes gravés sur ordre de Thoutmôsis III lui-même. Mais peu de visiteurs les remarquent. Ils disent l'histoire de sa guerre contre les Syriens qui débuta au cours de l'hiver 1458 avant Jésus-Christ. An 22, 4e mois de la 2e saison. Au 25e jour, Sa Majesté atteignit la forteresse de Djarou lors de sa première expédition en vue d'étendre par la force les frontières de l'Égypte. Quelques semaines après son intronisation, Thoutmôsis et sa suite se dirigent vers la forteresse de Djarou, à 800 km au nord de Thèbes, face à la Syrie. C'est la plus grande garnison égyptienne qui commande la route de l'Est. À l'écart de la foule, le jeune pharaon prépare la guerre avec ses généraux. Djéouti et Yamunej, des vétérans endurcis, doutent de ses capacités à mener l'armée dans la bataille. Ils n'ont que quelques semaines pour mettre au point une stratégie. Un scribe nommé Tchénéni assiste au débat. Il est sans doute le premier correspondant de guerre de l'histoire, car c'est son compte-rendu qui est gravé sur les murs du temple de Karnak. En ce temps-là, toutes les tribus syriennes, de Charuène jusqu'aux confins de la terre, avaient entrepris de se révolter contre Sa Majesté. Le prince de Kadesh et ses alliés tiennent la cité de Megiddo, proche de la Jérusalem actuelle. Megiddo est le centre opérationnel de la révolte. Kadesh a persuadé les chefs des tribus du Nord de lui fournir tous les combattants à leur disposition. Il a sous son commandement la plus grande armée syrienne jamais réunie. Il est résolu à abattre l'Empire égyptien.
مولاي الامير القديس كاين في ماكيدو. ماكيدو؟ نعم مولاي. صار. La nouvelle parvient au quartier général du pharaon à Djarou. Megiddo n'est qu'à 240 km de la frontière et l'équilibre des forces est très nettement favorable au prince de Kadesh. Il lui faudra plus d'hommes. ايش بغيتي؟ فين ولد؟ ها هو يبقى تسقطنا واخ مستقبلنا. ها هو اسميك انت؟ ها هما لا اش بغيتي انت؟ شحال عمرك؟ La conscription est une pratique courante en Égypte. شحال عمرك؟ Depuis des siècles, les paysans sont arrachés à leurs terres pour construire des canaux d'irrigation, les temples et des pyramides. باقي صغير. غادي تجوع يا صاحبي هذاك اللي غنتجو. لا توني انا في بلاصتو. سكتي؟ لا. هذاك اللي غنمشي. ما تمشيش. لا سلام عليكم. Mais un destin différent attend à Mosée. Il va être incorporé dans l'armée. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما يمشيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما تمشيش. ما نقدرش نخلي خويا ما نقدرش نخليك. ما تمشيش. وحنا وحياتنا. لا غادي تمشي. صافي ما غاديش نمشي. Amosé sait qu'il ne reverra peut-être jamais sa femme et son foyer. L'œil d'Horus, le dieu faucon, est un talisman éprouvé pour éloigner les périls. Chaque Égyptien se sent concerné par la menace qui plane sur le royaume. Quant aux soldats, le meilleur sort que puissent espérer ceux qui seront vaincus, c'est d'être vendus sur un marché aux esclaves. Ils sont ainsi des milliers que l'on conduit vers le nord pour combattre les Syriens. En février 1458 avant Jésus-Christ, Amosé et les autres conscrits atteignent la forteresse de Djarou. Pharaon a enrôlé tous les hommes aptes au combat. La plupart n'ont jamais quitté leur village. Ils vont maintenant être intégrés dans l'armée la plus sophistiquée que le monde ait connue jusque-là. Les sous-officiers d'intendance sont chargés de l'approvisionnement en vêtements, en nourriture et en armes. Une armée de 10 000 hommes engloutit quotidiennement 14 tonnes de céréales et 95 000 litres d'eau. Les richesses de l'Égypte sont mises à contribution pour l'effort de guerre. Une des grandes forces de l'armée égyptienne réside dans ces hommes, des guerriers professionnels. Ils viennent de Haute-Nubie. Leur courage, leur force et leur habileté au combat font l'admiration de tous. Des soldats de métier comme Nact. En cas de victoire, ils peuvent même s'attendre, outre le butin pris sur l'ennemi, à des promotions.
Certains Nubiens ont même été promus généraux et ont rejoint l'élite de la société égyptienne. S'il survit au carnage, Ahmosé, lui, peut espérer au mieux rentrer chez lui sain et sauf. Les nouvelles recrues doivent être intégrées dans l'appareil militaire. Leur formation est dévolue à la caste des officiers. Pharaon a grande confiance en ses généraux Yamunetch et Djéouti. Ils viennent de milieux très différents. Djéouti est probablement issu de la caste sacerdotale, alors que Yamunetch vient d'un milieu plus modeste, ce qui est fréquent dans un système qui récompense volontiers la vertu et les mérites. Les officiers bénéficient des technologies les plus avancées. Pointe de flèche renforcée d'un embout d'ivoire, arc taillé dans du bouleau d'importation ou dans des lattes d'orme assemblées avec de la colle de poisson. Mais l'innovation la plus marquante, c'est le char de combat. Un véhicule rapide et léger qui assure une grande mobilité sur le champ de bataille. Les moins gradés utilisent des armes assez rudimentaires, haches, couteaux et lances. Nacht met les nouvelles recrues à l'épreuve. La lutte est le sport favori des Égyptiens. Et dans l'armée, elle permet de jauger la combativité de chacun. Ahmosé a réussi le test. Il se sent fort et prêt, comme le reste de l'armée égyptienne, à marcher sur l'ennemi. En avril, le prince de Kadesh se prépare à lancer sa coalition de 10 000 hommes sur la frontière égyptienne. Thoutmôsis a pris confiance en lui. Il n'attendra pas l'attaque. Il ne mènera pas une guerre défensive. Il envahira la Syrie et écrasera les rebelles à Megiddo.
L'ordre de marche est donné. Cette décision capitale est rapportée par le scribe Cheneni et gravée sur le mur du temple de Karnak. En 23, premier mois de la 3e saison. Au 5e jour, nous avons quitté ce lieu en grande force pour renverser nos ennemis détestés et pour étendre les frontières de l'Égypte. Megiddo est à 320 km. À travers les déserts du Sinaï et de Gaza, une marche épuisante attend l'armée de Pharaon. Le scribe Cheneni participe à cette campagne. Sans lui, les exploits de Thoutmôsis III ne seraient sans doute pas restés dans l'histoire. Cheneni ne s'intéresse pas aux souffrances de la troupe. Dans les cercles du pouvoir, c'est là un sujet sans importance. Toutefois, un papyrus découvert dans une tombe de Luxor nous dit combien cette campagne fut éprouvante. Il a été appelé pour guerroyer en Syrie. Il ne peut prendre du repos. Il n'a ni vêtements ni sandales. Il doit escalader les montagnes. Et il boit de l'eau tous les 3 jours. Ça sent mauvais et sa bouche a un goût de sel. La maladie ravage son corps. Il se sent faible et ses jambes ne le portent plus. Les marches l'épuisent. Au début, l'armée progresse vite. Dans les 10 premiers jours, elle couvre 240 km. Puis la chaleur torride prélève son tribut. Elle ne parcourt plus que 8 km par jour. Trois semaines plus tard, les troupes ont enfin traversé Gaza et les plaines de Canaan. Elles campent en territoire syrien sur l'emplacement de la Yaham biblique, aujourd'hui en Israël. Les soldats sont épuisés et leurs pensées se tournent vers le pays natal. Comme tout Égyptien, Ahmosé est effrayé à l'idée de mourir hors de sa patrie. S'il est enseveli dans une terre étrangère sans sa famille pour accomplir les rites funéraires traditionnels, son âme n'atteindra jamais l'au-delà. Elle sombrera dans le néant de la deuxième mort. Malgré son statut divin, la même pensée inquiète peut-être Thoutmôsis. Il est maintenant à 50 km de l'ennemi. L'heure est venue de faire un choix dont dépendra son avenir personnel et le sort de l'Égypte. Le voici en plein conseil de guerre avec ses généraux. Cheneni enregistre les débats. Pour la première fois dans son récit, il reprend les mots exacts que Pharaon prononça il y a 3500 ans. Le maudit ennemi, le prince de Kadesh, est entré dans Megiddo. Il y est maintenant,
Il a réuni les chefs de tous les pays riverains d'Égypte. Ils sont venus d'aussi loin que Naharin, avec leurs chevaux et leurs troupes. La clé du succès réside dans la surprise. S'ils atteignent rapidement Megiddo et prennent les Syriens au dépourvu, la rébellion pourrait être brisée net. Plusieurs routes conduisent de Yaham à Megiddo. L'une par Yokneam, au nord du mont Carmel. L'autre par Tahanak, qui aborde Megiddo par le sud-est. Ce sont les plus sûres, mais aussi les plus longues. Il en existe une troisième par les gorges d'Aruna, un étroit canyon qui serpente à travers la montagne. C'est la plus directe, mais aussi la plus dangereuse, car pendant des heures et des heures, l'armée risque une embuscade. Le pharaon choisit la hardiesse. Ils passeront par les gorges d'Aruna. Les généraux pensent que Pharaon se trompe. Le scribe a noté leurs paroles. Pourquoi devrions-nous nous engager dans cette gorge étroite quand nous savons pertinemment que l'ennemi attend pour nous intercepter? Notre avant-garde ne va-t-elle pas tomber dans une embuscade tandis que notre arrière-garde serait toujours dans Aruna? Moi, bien-aimé de Ra et incarnation d'Amon, je jure de marcher par la route d'Aruna. S'il en est parmi vous qui veulent suivre ces autres routes, qu'ils partent. Si je devais agir autrement, que penseraient ces hommes de Kadesh? Sa Majesté a peur de nous? Voilà ce qu'ils penseraient. Qu'il soit dit à toute l'armée, votre valeureux maître guidera vos pas sur la voie étroite. Cette décision scelle son destin. Le 14 mai, Thoutmôsis conduit donc son armée à travers les gorges d'Aruna. « 10 000 hommes doivent progresser en file indienne. » Pendant les 12 heures que dure ce défilé, ils sont totalement exposés aux attaques venues de la ligne des crêtes. Mais l'embuscade redoutée ne vint jamais. Le prince de Kadesh s'est trompé.
Il voulait leur tendre une embuscade sur la route du sud. Maintenant, ses troupes sont disposées au mauvais endroit et il est contraint de regagner Megiddo en toute hâte. Après 6 heures de marche, Pharaon est en vue du bastion syrien. Tous les princes des pays du Nord sont ici. S'emparer de Megiddo, c'est s'emparer de 1000 cités. Demain, pour la première fois, Thoutmôsis mènera ses troupes à la bataille. Ici, à Karnak, est gravé le témoignage du scribe Chénéni sur les instants qui précédèrent la bataille de Megiddo, le 15 mai 1458, avant notre ère. En 23, premier mois de la 3e saison. Au 21e jour, tôt dans la matinée, ordre fut donné à toute l'armée de faire mouvement. Sa Majesté s'avança dans un chariot doré, paré de ses armes de guerre, tel Horus le soleil ailé, seigneur de la toute-puissance. Thoutmôsis asperge ses paysans soldats de parfums sacrés. Ainsi seront-ils bénis des dieux dans la bataille. L'heure fatidique est venue. Chénéni décrit les positions égyptiennes. L'aile sud de son armée se dressait sur une colline près d'un ruisseau nommé Kina, et l'autre aile au nord-ouest de Megiddo. Sa Majesté était au centre de ses troupes sous la protection d'Amon. Kadesh est prêt lui aussi. Égyptiens et Syriens sont face à face.
Au fur et à mesure que ces hommes tombent autour de lui, les rêves de Kadesh s'évaporent. Ils refluèrent vers la cité de Megiddo, mais les portes de la ville étaient closes. On descendit des cordes faites de vêtements noués pour les hisser sur les remparts. Les craintes qu'inspirait Sa Majesté avaient pénétré leur cœur et ils étaient impuissants. Kadesh lui-même ne songe plus qu'à sauver sa peau. Les Égyptiens ont la victoire à portée de main. Mais au lieu de poursuivre l'ennemi en fuite, ils se précipitent pour détrousser les cadavres syriens. C'était là une pratique commune dans les armées antiques, une occasion pour les soldats de s'enrichir. Dans son récit, Tchénéni condamne sans détour la cupidité des fantassins. Si seulement l'armée de Sa Majesté n'avait pas consacré ses efforts à piller les biens de l'ennemi, elle aurait pris Megiddo. Les soldats de Sa Majesté s'éparpillèrent pour compter leur butin, tandis que les meilleurs combattants ennemis gisaient tels des poissons échoués. Les Égyptiens mesurent l'étendue de leur victoire à l'aune des mains coupées. Mais la victoire n'est pas achevée. La convoitise des fantassins fait parfois leur malheur. Les généraux de Pharaon sont en disgrâce. Leur mission était de prendre Megiddo. Au lieu de cela, ils sont restés l'arme au pied, tandis que leurs soldats se remettent au pillage. Si vous aviez pris la ville, j'aurais pu consacrer cette journée à Ra. Chaque chef de chaque tribu en révolte est là, dedans. S'emparer de Megiddo, c'est s'emparer de 1000 cités. Sortez. Maintenant, Thoutmôsis doit assiéger la ville et affamer les Syriens. Nul ne sait quelles furent les pertes égyptiennes dans cette bataille. Les archives militaires ne les mentionnent pas. En revanche, ce papyrus nous apprend comment on soignait les blessés. De la viande crue est appliquée sur les plaies ouvertes. Un procédé valable car elle contient naturellement des agents coagulants.
Moins efficace est sans doute le traitement des brûlures par une mixture de gomme arabique, de poils de bouc et de lait de femme. Dans ces conditions, la plupart des blessés ne survivaient pas longtemps aux infections. Un autre texte égyptien résume le sort de nombreux soldats. L'homme est dressé pour être soldat, l'adolescent pour être recrue. L'enfant est élevé pour être ôté du sein de sa mère. Quand il devient adulte, ses os sont fracassés. Le siège de Megiddo dura 7 mois. Enfin, en décembre 1458 avant notre ère, les assiégés ouvrirent la porte de la cité. Des enfants en sortirent, ceux des seigneurs de la guerre syriens offerts à Pharaon en signe de soumission. Ils seront emmenés en Égypte comme otages et tués si leur famille se révolte de nouveau. Ainsi, plus tard, quand ces otages seront en âge de succéder à leur père, le pharaon placera à la tête des cités des hommes acquis à sa cause. Pharaon regagne triomphalement sa capitale. Nul désormais ne doute de sa force.
Les chefs syriens marchèrent au sud pour se prosterner devant la grandeur de Sa Majesté, payer un tribut à sa puissance et implorer sa clémence. Ils portaient avec eux de nombreuses offrandes, des bijoux, des objets précieux d'argent, d'or et de lapis-lazuli. Les derniers mots de sa chronique, Tchénéni les laisse au vaincu, le prince de Kadesh. Jamais plus nous ne nous soulèverons contre Thoutmôsis. Puisse-t-il vivre éternellement comme notre Seigneur, car nous avons été témoins de sa puissance et de sa gloire. Pendant ces 20 années de règne, Thoutmôsis III mena et remporta 17 autres campagnes. Lorsqu'il mourut et fut momifié en 1425 avant notre ère, il avait imposé son pouvoir et consolidé un empire qui, selon ses propres termes, s'étendait aussi loin que va le soleil. Le témoignage de Tchénéni inspira ses successeurs pendant plus de 1000 ans. Megiddo fut pour tous une référence en matière d'héroïsme. Thoutmôsis III est entré dans l'histoire comme le plus grand pharaon guerrier de l'Égypte. Il l'avait voulu ainsi. Et par l'entremise d'un scribe inspiré, le souvenir de sa gloire est parvenu jusqu'à nous.